habits, t'en veux encore? Non, mais là, c'est la sucrée, celle-là. Ah. Oui, ça c'est sucré. C'est sucré, hein, c'est la... La salée, tu l'as dans les petites par poubelles. hasard devant toi, là. Regarde juste devant toi. Il y a un cadre, le mariage, enfin, je veux dire, c'est... Donc ça veut dire que ça... Envisage tu tes partenaires quand des potentiels ex. C'est ça. C'était une forme de jalousie, mais c'était plus une forme, un truc qu'elle appelait peut-être pas très confiance en elle. En fait, le fait d'être en couple et de me sentir en couple, c'était le moment où j'ai rencontré la personne avec qui j'avais envie d'avoir des enfants. Je ne suis pas une femme qui a eu besoin de materner à un moment donné en me disant je veux des enfants, mais par contre j'avais envie d'enfants avec lui. On n'a pas vécu la même histoire en fait au même moment. Moi j'ai eu un vrai coup de foudre physique avant. C'est déjà ça, hein. Avant même de lui parler. Donc moi j'avais un peu moins cette réflexion qu'a pu avoir Géraldine de se dire voilà, je la reconnais, c'est elle, j'en suis sûr, c'est la mère de mes enfants. Un beau matin, elle m'a réveillé et elle m'a dit qu'elle était enceinte. Ça fait combien de temps en fait que vous êtes ensemble? Ça fait 13 ans, 14 ans qu'on se connaît. Vous êtes et toujours ça sur fait... le même mode de romantisme finalement. On a aussi la latitude de se détester. Ça peut en arriver jusqu'à une confrontation physique. On peut en arriver jusque-là. Heureusement que j'ai fait quelques sports de combat pour maîtriser madame, parce que de temps en temps, ça tape très fort avec ces petits points. Vous n'allez pas dans la violence physique quand même, rassure-moi. Non. Pas du tout. C'est pas dans la violence C'est pas la violence physique. physique, mais c'est de l'agacement. Ouais, la fusion est tellement forte que la diffusion, elle passe aussi par je sais pas, griffer, tenir très fort, voilà. Pas faire parler à comprendre. l'autre pendant plusieurs jours, ce genre de choses. Vraiment des animaux. Exactement. Je vis avec une lionne, je suis un lion, de temps en temps, il y a des coups de griffe. Bah voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est génial. Moi, j'ai juste une question, la liberté de chacun dans la fusion, c'est juste une interrogation. C'est ça qui est dur à trouver. C'est On est ça. D'accord. Parce que moi, j'ai un couple très différent. J'ai rencontré mon mari un vendredi et 4 jours après, il me demandait en mariage. Donc, j'ai dit oui. Donc, comme 4 jours après. Et en fait, c'était très bizarre, c'est que, alors, j'ai un mari qui m'a reconnue, qui savait que c'était moi. Alors, au bout de 4 jours, on connaît en gros pas du tout la personne. Mais après, ce qui s'est mis en place, c'est une relation où... Alors, c'est pas l'instinct, etc., mais nous, on est dans un sentiment d'urgence, c'est-à-dire qu'on sait que notre histoire peut s'arrêter demain. Et que du coup, on se repose pas sur nos lauriers, on a un niveau d'exigence, c'est-à-dire que dès que ça va pas, ou dès que je sens, ou lui, que ça devient un peu, voilà, on tombe dans la routine, stop, parce que moi, je supporte pas la routine. Et voilà, il y a un sentiment... Pardon, tu supportes pas la routine? Ça fait combien de temps vous êtes... 12 ans, et on a un petit garçon. Mais on fait en sorte, en tout cas, moi... Alors, Routine, c'est quoi? Je suis dans la routine, évidemment, avec un petit garçon, etc. Mais j'ai un rapport avec mon mari qui fait que, voilà, il n'est pas là, c'est pas un meuble. On sait que demain matin, l'un ou l'autre peut partir. Et on est mariés, on s'est mariés à l'église, on a fait des choses, voilà. Ça, je trouve ça super. Dans les C'est ça règles. qui tient vivant un couple. Et pour moi, en plus, je pars du principe que le mariage, c'est une aventure, parce que l'autre, c'est un mystère. Moi, mon mari, c'est un mystère. Et que je vais passer ma vie à essayer d'explorer ce mystère. Et évidemment qu'il y a un moment, moi, peut-être demain, je divorcerai de mon mari, j'en sais rien. Enfin, moi, je suis pas du tout convaincue que je vais rester jusqu'à la fin de mes jours avec lui. Pas du tout. J'ai vécu 13 ans avec un homme de qui j'ai tout accepté. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, j'ai eu le coup de foudre. Et je me suis dit, c'est lui, je ferai tout pour lui. Parce que je l'aimais, parce qu'il m'aimait, parce que, etc., etc. Et donc, je me suis toujours dit, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on s'aime tellement qu'on va rester ensemble. Donc, les difficultés, je vais les surmonter. J'ai accepté les autres femmes, j'ai accepté le mi-temps avec une autre, j'ai accepté plein de choses. Et Tu lui as fait accepter des choses, toi, pendant ce temps-là? bah non, parce que moi, j'avais pas complètement. envie. Moi, j'avais pas envie d'autre. J'avais pas de désir pour raison, d'autres, hein. etc. Moi, ça me fait poser la question du prix du couple, quoi. J'ai payé très cher mon couple, et puis pour finir, au bout de 13 ans, il m'a dit, écoute, c'est plus possible, vraiment, c'est plus toi, quoi. Et j'ai mes parents qui ont fêté leurs 60 ans de mariage. J'ai le couple de mes grands-parents, qui est un couple incroyable. Et donc, alors c'est peut-être une histoire familiale, tu vois, c'est que Ça pèse peut-être j'ai un des peu. couples Bah qui oui, sont t'as dit. hyper forts, hyper fusionnels, Ouais. etc. Et le jour où j'ai divorcé, je me suis dit, c'est terminé. Je ne ferai jamais ce que mes parents ont fait. J'ai failli. Je ne ferai jamais ce que mes grands-parents ont fait. Donc, il faut que j'invente autre chose. Est-ce que je peux avoir une théorie, tu vois, Valérie, c'est- sur ta mère et ta grand-mère, que je connais évidemment pas? Juste une théorie.
Est-ce qu'elles n'ont pas bavé terriblement pour que les couples tiennent, pour que toi tu les admires aujourd'hui à la fin de leur parcours en disant oh, comme c'est beau d'être... Je trouve qu'on parle un peu trop du couple comme la havre de paix qu'il faut atteindre dans la vie. Non, mais pas du tout. Je trouve pas, moi. Ouais. Pour moi, ma définition du couple, il y en a moi 3. C'est toi, moi et nous. Oui. C'est ça l'idée. Oui, sinon, oui. Aucun couple ne marche. Il faut que tu existes, il faut que Bruno existe et qu'au milieu, il y a quelque chose... Dans les meilleurs des cas, avec une maison, des enfants, un chien, une piscine. Oui, ce qui complexifie un tout petit peu le truc. Oui, mais il faut garder le chacun pour soi, j'en suis convaincue. C'est fondamental. Moi, ce que je trouve génial, c'est ne pas vivre tous les jours avec la personne que tu aimes. Je trouve ça formidable. J'ai pratiqué ça presque toute ma vie. Je trouvais ça formidable de ne pas partager ce quotidien qui tue. Moi, c'est totalement ça, au contraire. C'est la fusion. Tu veux vivre avec. Oui, sauf que j'ai besoin de partager le positif. Moi, je veux partager, sauf que effectivement, je Comment sais tu partages le positif si tu partages les mêmes toilettes? Je suis désolée, il y a un problème. Il y a un moment très, très heureux dans la vie à deux, c'est quand on a déposé les armes. C'est-à-dire que quand on n'a plus le souci de son image, ni que l'autre a le souci de sa propre image, et qu'on est dans la paix, dans la paix des... Voilà, dans la paix des cœurs, dans la paix des corps, et qu'on s'abandonne un petit peu à la vie quotidienne. Et c'est là où moi, je plaide contre tout le romantisme actuel pour la force de l'habitude. L'habitude vous détruit, mais l'habitude, surtout, vous construit jour après jour. Et c'est vrai que voir l'autre commettre des erreurs, faire des gaffes, dire des bêtises, s'entendre soi-même dire des bêtises face à l'autre, finalement, ça nous attire des sourires. On dit c'est bien toi, c'est tellement toi. Et c'est là où, effectivement, dans la vie à deux, il y a une vertu, comme il y a d'ailleurs c'est une vertu dans la vie de famille, qui est l'indulgence, c'est-à-dire accepter l'autre dans ses faiblesses, comme il vous accepte dans sa vulnérabilité. Et je crois qu'il y a une expression, c'est de Kundera, où il dit qu'il éprouve pour son épouse une forme de compassion éblouie. Compassion, c'est-à-dire attendrissement devant sa faiblesse, qui au fond ne fait que refléter la sienne propre, et ébloui parce que c'est l'être qu'on aime et qu'on l'aime en dépit de ses défauts. Et les couples qui durent, que je connais autour de moi, qui restent ensemble depuis 10, 20 ou 30 ans, sont forcément des couples qui vivent sur ce mode-là. Et un couple sans sexualité? Alors c'est tout à fait possible. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait possible. Et épanoui? Mais oui, on peut parfaitement vivre avec une personne qu'on aime, qu'on respecte et qu'on ne voudrait quitter pour rien au monde sans que la question de la sexualité soit engagée. Il y a d'ailleurs c'est un ami, ça. De toute façon, je pense qu'une des voies, une des issues du couple, c'est l'amitié. Dans un couple qui dure, c'est aussi parce que le sentiment amoureux a été renforcé par une certaine amitié, par de l'estime, par de l'intelligence. Le couple de tous ses rôles n'en a gardé qu'un seul, qui est la vocation au bonheur. C'est ça qui est problématique aujourd'hui. C'est qu'autrefois, même mes parents, quand ils s'ennuyaient, on les avait élevés dans l'idée qu'on ne se mariait pas, ni pour le plaisir, ni forcément pour le bonheur, mais pour le devoir. Or aujourd'hui, nous sommes devenus absolument intolérants à l'ennui. Les femmes, et elles ont raison, ne supportent plus de se faire insulter par des conjoints, d'être trompées, et de se pétrifier à la maison toute la journée alors que monsieur se goberge ailleurs. Donc tout ça est un progrès, mais comme tous les progrès, il y a un revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est que quand le bonheur n'est pas au rendez-vous, eh bien on se pose très vite la question de savoir à quoi bon rester ensemble s'il n'y a pas ce gain espéré. Dès qu'on commence à se disputer dans le couple, je l'ai vécu comme ceux ici qui ont vécu des disputes dans le couple, on va choisir un enjeu de pouvoir. Et le sexe, pour moi, c'est un enjeu de pouvoir. Se refuser dans l'intimité, se coller un pyjama parce qu'on n'a pas envie d'être touché par l'autre, mais surtout parce qu'on se dit non, tu me toucheras pas, tu m'auras pas, quoi. Dans une vie intime et sexuelle, on évolue. On n'a pas les mêmes désirs à 25 ans, à 35 et à 45. Donc, rares sont les couples où ça va de soi et où on est toujours sur la même longueur d'onde dans ce qui concerne les pratiques sexuelles, par exemple. Le désir est fragile et oui, ça s'entretient et oui, ça se cultive et il faut faire attention à plein de choses.
Il faut sentir monter le désir. La différence entre l'envie et le désir, c'est quand même très important. Une envie, tu rentres dans la boulangerie, tu vas t'acheter ton gâteau. Bof. Le désir, ça doit te prendre aux tripes. Et c'est pour ça que moi, le couple, ça me fascine, parce que c'est ce Graal-là qui m'intéresse. Dans le couple, c'est ce désir-là. Alors, fidélité obligatoire dans le couple? Ouais. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Quand j'étais plus jeune, j'ai pensé oui. Je pensais qu'il fallait absolument la fidélité. Aujourd'hui, je pense plus tout à fait la même chose. J'ai un couple d'amis qui est vraiment... C'est un des plus beaux couples de toute ma cercle de connaissances. Vraiment un couple magnifique. Ça marche. Ils ont 2 enfants magnifiques. Tout, vraiment, un couple qui ont toujours des choses à se dire. Ils font des voyages, ils s'adorent. Eh bien, ça tient, entre autres, parce que depuis les 30 ans qu'ils sont ensemble, elle le trompe régulièrement. Tremper, une question de... Mais physiquement. Ils font ce qu'on appelle en anglais du petting, ça veut dire il n'y a pas de pénétration, mais tout sauf, tu vois. Elle couche pas, mais... Elle se laisse séduire et elle joue le jeu de la séduction. Elle adore. Moi, je suis quand même toujours étonnée, à partir du moment où on a du plaisir dans son couple et où on a une sexualité qui est satisfaisante, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chauffer un mec, faire du petting ou quoi que ce soit? Bah oui, c'est Enfin, pas chauffer je un veux dire- mec, c'est pas ça. Oui, mais moi, si tu veux, ça me dérange parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai ce désir de séduire en passant à l'acte ou bien pas, hein, c'est soit pour me protéger de l'homme avec qui je suis parce qu'il me fait souffrir, soit c'est parce que je suis pas satisfaite. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est une morale catho. Écoute, moi, j'ai toujours aimé séduire. J'ai toujours été très séducteur, sans passer à l'axe forcément, mais très séducteur. Et c'est très, très mal pris. Bah, Évidemment, par qui Par ta La partenaire. femme avec qui tu es, elle va te sauter dessus en disant « mais tu la dragues ». Je dis « mais je drague personne ». Tu parles du Et t'as drame vu, de je suis pas- Casanova, là, toi. On peut être dans la séduction, dans la vie, vouloir plaire, sans forcément vouloir passer à l'acte. Parce Je vais paraître super classique, mais alors moi c'est clair. Enfin, j'échange pas, je partage normal, pas. c'est toi qui je en- suis mais bien hyper sûr. exclusive, quoi. Enfin, Je suis d'accord. c'est que ça soit des lettres, des SMS ou du cul, comme on peut, voilà. C'est que pour moi, quoi. Il y a des choses qui me sont réservées à moi. Ça m'est réservé. Qu'il ait des paroles. De qu'est-ce qui t'est réservé. Bruno, est-ce que tu es Non, mais d'accord? qu'il ait des paroles tendres avec une autre nana, c'est pas possible. Alors. Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente de la tienne, c'est-à-dire que si un jour j'apprenais que Géraldine avait été voir ailleurs, avait eu une histoire de cul, c'est vrai qu'une tromperie physique après 12 ans de vie commune, ça serait quelque chose qui pourrait qui ne avaler, pourrait pas... si j'ose dire, oui. Exactement. Hein. Ça serait quelque chose qui déstabiliserait notre couple, mais qui ne le détruirait pas. Si, ça me ferait mal. Il y aurait sans doute une vraie confrontation, une vraie crise. Mais si un jour elle m'apprenait qu'elle tombait amoureuse de quelqu'un d'autre, Bah ouais, ça, là il y aurait une vraie tromperie sur le pacte entre guillemets qu'on a passé ensemble. En revanche, moi je suis quelqu'un qui préfère la compagnie des femmes. Dans mes amitiés, j'ai une véritable amie. Et c'est vrai que quelque chose là vient en désaccord entre nous deux parce que Géraldine a du mal à concevoir le fait que je puisse être pote, entre guillemets, avec une fille. c'est pas pote, c'est complice. C'est ça qui me Complice, gêne. voilà. Par Et rapport à tu ce es un qu'elle peu disait- jalouse par rapport de à leur ce qu'elle disait complicité. tout à l'heure, Je qui veux pas était de supporter, dire- quoi. Non mais attends, être jaloux du meilleur... Quoi, jaloux de ne pas accepter ou intégrer dans sa vie la complicité que son mec a avec une très bonne amie, moi, je trouve que c'est presque un crime. Je te C'est le pas dis. grave, j'assume. Voilà, je trouve ça... Alors, au contraire, tu dis tu l'aimes, tu veux qu'il soit là pour toujours. Alors, c'est le minimum de confiance que tu dois lui faire, qu'ils te disent c'est ma pote, c'est ma très bonne amie, c'est sûr qu'il... Non, mais il y a un truc. En fait, je ne crois pas à l'amitié entre les garçons et les filles. Eh ben alors là, je suis 100% opposée à toi. Moi, Mais quand parce que j'ai toi, tu l'as rencontré... jamais vécu et parce que aussi par rapport à ta propre histoire, tu as vécu très longtemps avec quelqu'un Qui m'a trompée. qui t'a trahi et du Donc, coup t'as une petite... ah oui, d'accord, Alors, t'as un est-ce petit est-ce que je peux me faire l'avocat de Bruno? Parce que Oui, on moi est dans la aussi. même Moi aussi, je vais faire on est l'avocat de exactement dans Bruno. la même configuration. C'est-à-dire, moi, je suis entouré de beaucoup de femmes, j'ai beaucoup d'amis femmes, et j'ai toujours eu beaucoup plus de proximité et de facilité à être ami avec des femmes qu'avec des hommes. Alors, les hommes ne se confient pas, c'est compliqué.
Bon, c'est juste autour d'une bière ou un match de foot parfois, donc effectivement, ça peut gaver. Et avec les femmes, on a de la profondeur. Donc si on a une certaine sensibilité, effectivement, moi je vais faire l'avocat de Bruno et j'aime beaucoup ce qu'il dit, parce que je me reconnais beaucoup là-dedans. Je trouve ça formidable. Mais en même temps, je comprends. Parce que tu l'aimes. Donc ça t'agace quelque part. Ça, j'ai Il y a pas ce envie petit côté cette exclusif. profondeur dont tu parles, j'ai pas envie de la partager. Oui. C'est de la jalousie positive alors. Ouais, on va dire ça. Moi, je trouve que la jalousie est surtout, avant tout, genre un signe qui trahit ta propre incertitude par rapport à l'homme ou la femme que tu aimes. Et encore une chance que tu es incertain. Moi, j'ai une amie qui me dit de toute façon, mon mari ne me quittera jamais. Mais je trouve ça horrible, je trouve ça inintéressant de penser ça. C'est horrible. Rien n'a séparé plutôt. Rien n'a séparé. Donc c'était vite fait, tu vois. J'ai le sentiment que c'est une belle amitié avec le désir en plus. Mais c'est une... À un moment donné, on devient des associés. On devient des associés. Sur 20, 25 ans, 30 ans, t'as presque une génération, plus d'une génération. Donc tu vis des choses différentes. Et à un moment donné, tu te retrouves dans la SARL. Tu te retrouves dans la SARL et tu gères tellement de choses que tu finis par... C'est la vision la plus oublier. triste du couple possible. Personnellement, je suis arrivée aujourd'hui à une autre formule qui n'est plus le couple, mais ce que j'appelle moi la famille moderne. J'ai rencontré un homme, j'ai fait un enfant avec, on s'est beaucoup aimé, jusqu'au jour où j'ai dit stop, ça suffit comme ça parce que t'es vraiment pas gérable. On s'est séparés en tant que couple tel quel, mais on a gardé la famille parce qu'on a un enfant. Donc on continue à tout faire, on fait des vacances ensemble. Et je peux te dire que depuis qu'on a arrêté d'être un couple, mais d'être plus qu'une famille, ça marche beaucoup mieux. Vous êtes encore ensemble ? On s'adore. Mais vous êtes ensemble ? Non. Quoi, non, c'est compliqué. Quoi, c'est ma formule à moi que j'ai trouvée et que je trouve... Ouais. Mais Est-ce qu'il y a la place pour quelqu'un d'autre? Oui, absolument. J'ai dit surtout, chérie, vas-y, fais quelqu'un d'autre profiter de ta superbe personnalité. Et ça marche très, très bien. Je trouve ça très agréable. Mais c'est pas un couple, donc... non, c'est pas un couple, absolument. C'est une famille. C'est de la famille moderne, moi j'appelle ça. Moi, ce que j'ai compris avec ma propre histoire, que le moment où on a enlevé ce poids qu'il faut être un couple classique qui remplit toutes les conditions, qu'il faut que moi je te raconte tous mes soucis, je partage tous les tiens, c'était plus possible du tout. Mais une fois que ce fardeau de devoir être un couple est parti, les rapports se sont vraiment à tout point de vue améliorés. Vous avez supprimé absolument tout le côté amoureux, donc évidemment que ça fonctionne bien. Vous êtes amis. Vous êtes amis. Vous êtes des potes, des bons potes. Oui. Ce que je refuse, c'est que l'idée que la seule chose qui puisse briller longtemps, c'est le couple classique. Ça, c'est faux. Moi, c'est les moments, en tous les cas, où j'ai vécu les plus grands bonheurs. Être à deux, construire quelque chose à deux, une famille ou voilà, une vie. Je trouve que moi, ça m'épanouit en tous les cas. Moi, je pense que c'est courageux de rester en couple parce que c'est être confronté en permanence à l'altérité. Et c'est vrai que c'est quand même courageux parce que c'est très tentant de tout faire sauter. C'est très tentant parce que, comme tu le disais, c'est plus facile aujourd'hui. Même pour les femmes, même pour la condition des femmes qui n'est pas optimale. Mais les femmes, on travaille, on arrivera quand même à se débrouiller, on arrivera quand même à être aidé, etc. Donc c'est vrai que c'est parfois beaucoup plus facile de faire péter son couple pour un détail. Oui, moi j'aime bien cette notion. Ça, c'est une grosse généralité, excuse-moi, de dire que c'est courageux de rester en couple. Il faut surtout pas céder à la toute première difficulté et lâcher son mec parce que j'aime pas la barbe de 3 jours, je l'aimais mieux, je préfère un qui est bien rasé, donc je quitte. Évidemment que non. Il faut tenir, il faut surmonter les obstacles, marié ou pas marié, au moment où on s'est dit on est ensemble et on est ensemble. Mais c'est courageux de rester en couple en soi, non. Je vois beaucoup de couples que j'envie nullement d'être un couple et je trouve pas que ça soit courageux qu'ils tiennent un à l'autre. Je trouve ça même parfois lamentable qu'ils n'arrivent pas à se lâcher, à se donner une autre chance de vivre autrement, d'être épanouis eux-mêmes, que ça soit avec quelqu'un d'autre ou pas avec quelqu'un d'autre. Est-ce que peut-être pas? Oui. Ou peut-être pas, mais tu crois que c'est mieux de croupir dans un couple au lieu de mal s'épanouir? Je préfère toujours mal m'épanouir. Parce qu'au moins j'ai le seul choix. ou croupir à deux. Non. On meurt seul, on est seul. Non, mais c'est sûr. Le couple au milieu, c'est une très belle tentative d'oublier cette évidence-là.
C'est la plus belle et la seule réponse qu'on a trouvée dans l'humilité. Je suis absolument fan de l'amour, du don de soi, de s'écouter. Je suis d'accord avec tout ça. Mais je suis arrivée au stade que j'assume plus que je suis seule au monde, que je suis née seule et que je vais mourir seule. Non. Mais si, parce que tous en... Tu vois, tu vois. On viendra, promis. T'as une meuf trop bonne qui est venue me voir et qui m'a dit franchement j'aimerais bien, tu vois. Franchement, ce serait de la balle. C'est pas normal de faire ça, de dire non je ne veux pas mais je kifferais bien quand même, tu vois. C'est biaisé, c'est pourri, tu vois. En mode je kiffe le cul, respect. La majorité des parents aujourd'hui sont séparés et ça donne pas, ça ne transmet pas à l'enfant, c'est-à-dire moi, enfin nous, une notion de stabilité, de cocon familial. Et c'est pour ça que c'est hyper dur pour moi de projeter dans ma vie future en tant que femme et dans un couple et dans une famille un truc solide. Parce que comment tu veux espérer, imaginer une stabilité de couple, de noyau, quand tu l'as pas vécu? Moi, je sais que voilà, mes parents sont encore ensemble. Je les ai vus s'embrouiller. Voilà, il y a eu des crises, etc. Je continue d'y croire parce qu'ils sont encore ensemble et qu'ils arrivent à nous faire rire et à nous rendre heureuses. Aujourd'hui, j'ai plus mon appartement à Paris, je sais qu'il y a mes parents. Je sais que quoi qu'il arrive, si ma mère n'est pas là ou si mon père n'est pas là, je peux appeler ma mère ou mon père. Ils seront au même endroit, ils vivent au même endroit. Et j'ai cette sorte de cocon familial, pour moi, qui va durer pour toujours. Mais moi, ce qui m'a fait souffrir, c'est l'égoïsme respectif de la suite. Voilà, c'est le côté, voilà, on n'est plus ensemble, donc on vit nos vies. Et ce qu'on a fait ensemble, moi, c'est... Mais même, c'est chacun de son côté a fait « Ah non, c'est toi, c'est moi. Ah non, c'est... Tu t'en occupes, puis en fait, personne s'en est occupé. Et au final, voilà, ça donne quelqu'un d'un peu en colère comme moi et ça donne ce que je suis. » Je trouve ça super triste. Et là, je suis fier de mes parents parce que ça fait depuis que j'ai 10 ans, ils sont plus ensemble, mais ils n'ont jamais divorcé. Mon père a toujours été présent. On a fait nos parties de cartes. Il a été très présent dans mon éducation. Ils dormaient encore ensemble, ils baisaient plus, mais ils ont nourri ce côté familial qui était très important. Et je suis sûr qu'on se rejoint tous, ce côté cocon, nature et naturel. Et on est ensemble. Tes parents n'ont pas été égoïstes. Ils ont pensé à eux, mais à nous aussi. Parce qu'ils nous ont préservés en nourrissant ça. Et enfin, ils nous ont inculqué ce truc on n'a pas fait ça pour rien. T'as de la chance. Ça, c'est génial parce qu'ils ont séparé leurs voix, mais ils sont restés liés pour leurs enfants. Mon père et ma mère se sont tirés dans la gueule pendant des années, à coups de procès, à coups de juges, à coups de machin. Moi, au milieu, en fils unique, sans frère, en tant que messager. Ça veut dire, je suis une semaine sur 2 chez mon père, chez ma mère. Je suis chez mon père, dis à ta mère que c'est une bonne salope, qu'elle prenne des Lexomil pour se calmer. Je vais chez ma mère, dis à ton père que c'est un fils de pute d'avoir couché avec ma copine. T'as beaucoup de chance parce que tes parents ont été beaucoup plus intelligents que les miens et beaucoup plus intelligents que ceux de la plupart de la jeunesse d'aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux que tes parents se séparent si c'est pour se bouffer le nez et se balancer des tabourets à travers la baraque et que toi t'as 12 ans et t'es comme ça et on te dit non mais c'est des histoires d'adultes, excusez-moi mais je les vois les tabourets passer. Le couple pour nous, clairement, moi il m'a déçu, lui il l'a pas vécu, elle ça l'a déçu, elle instable, et lui il en sort tout juste donc c'est compliqué. Moi j'ai eu une enfance similaire à celle de à la fois Léa et Thomas, où mes parents se sont séparés quand j'avais 12 ans et pour une petite fille quand elle voit sa maman partir pour un autre mec. C'est un peu compliqué parce que c'est une période où la femme grandit, enfin devient femme clairement, et là t'as ton papa. Et ton papa qui essaye de t'expliquer ce que c'est les règles, ce que c'est les tampons, voilà. Et tu te retrouves face à toi-même, enfin face à ton père, c'est trop chelou, t'es trop gêné, t'es toute rouge en permanence, tu sais pas quoi dire et tout. Et quand tu vois ta mère, elle te dit de toute façon c'est qu'un connard. Et il se trouve que ma mère passe le plus clair de son temps à être déprimée, dépressive, sous calmant, Xanax, bref, la totale, et à privilégier son mec à sa fille. Bon, il se trouve que moi je préfère pas la voir, moins je la vois, mieux je me porte. Mais disons que maintenant, je vais voir mon père, avec ma belle-mère, ça se passe très bien. C'est aussi mon cadre familial, ça fait 10 ans. Donc c'est ma nouvelle famille, c'est comme ça. Et puis la famille recomposée, c'est un peu compliqué, délicat au début. Les demi-frères, les demi-sœurs qui eux,
clash ton père en public, c'est hyper délicat, il parle mal à mon père, alors qu'ils ne le connaissent pas. Voilà, après, moi j'ai grandi avec un mec, on va dire. Franchement, j'ai grandi avec l'homme, la vision de l'homme. J'ai grandi avec cet homme qui n'a jamais réussi à chialer en disant, voilà, j'ai trop le seum, elle m'a quitté. Clairement, parce que c'est ça qu'il aurait dû faire. Et donc, du coup, j'ai grandi avec quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à dire ce qu'il pense, qui n'arrive pas à dire qu'il a des sentiments. Il m'a jamais dit « je t'aime ». Voilà. Et moi, moi non plus, moi non plus. Moi, c'est pareil, tu vois. Dans ma vision du couple, je n'arrive pas à dire à quelqu'un « tu me manques », je n'arrive pas à lui dire « je t'aime ». Mais peut-être que ça viendra parce que ce sera la personne. Maintenant, on a le droit de travailler, de faire des enfants, de s'occuper de la maison, de s'épiler, on a tous les droits. C'est Faudrait que je super. prenne des notes. Ouais, mais ok, D'accord. Donc nous, on a le droit d'être forte, mais on reste fragile parce que je sais Mais plus tout comment- comme les hommes. Mais, Les hommes et aussi tout sont comme les hommes, oui, fragiles. mais sauf que les hommes, depuis toujours, ils doivent être le mâle, tu vois, viril et tout, le chef de famille qui ramène tend à l'argent. changer, ça. J'ai cette image pas macho, mais je l'assume, qu'à un moment, l'homme, c'est le patriarche, tu vois. Arrête, ne dis pas ça. Mais j'y peux rien, Mais mais, viens voir notre mais salle. tout sereinement. Mais t'es où J'ai ma part de féminité à accepter. super. Je sais, non mais je sais que de temps en temps les nanas elles peuvent prendre le dessus sur moi, mais c'est dans l'instinct naturel de se sentir protégé, tu vois. Alors ça, je suis d'accord. Et voilà. Et ben ça fait Mais dans partie. les deux sens, pour moi. Mais alors comment on vous la donne cette protection? Enfin voilà. Sans aucun machisme, hein, vraiment, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, en tant qu'homme. Ok, jusque-là, tout On va a bien. besoin qu'on s'occupe Non, de moi, vous. moi, je T'as suis besoin pas qu'on d'accord. t'encercle de nos bras et mais bien sûr que si. Si, à un moment donné, t'aimes bien, toi, en tant que fille, te recroqueviller, te retrouver en petite fille fragile dans les gros bras de ton homme, tu vois. avaient besoin que je m'occupe d'eux aussi. C'est pour ça, si les mecs comprenaient que c'est pas grave d'être faible et que vous compreniez que pour nous, c'est pas grave d'être forte, eh bien putain, mais on y arriverait carrément mieux. Mais comme l'homme c'est le symbole de la protection, Mais justement, comment ça il y a se pas fait dans- Comment ça se fait que dès que vous vous sentez faible, pleurer, ne pas réussir, ne pas gagner assez d'argent, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre de la faiblesse, comment ça se fait que ce soit problématique et que si nous, de l'autre côté, on gagne plus d'argent, on pleure moins, bref, qu'on est plus forte, plus couillue, si je puis me permettre l'expression, comment ça se fait que ça pose un putain de problème? C'est pas normal. Comment ça se fait que ça vous émascule alors C'est pas que ça qu'on est nous toujours émascule, aussi ben, aimante, c'est un autre problème, alors mais ça qu'on fait est partie. toujours aussi aimante, qu'on est toujours aussi tendre, qu'on vous considère toujours comme viril, masculin. Oui mais non. Mais Qu'est-ce ouais, de mais quoi vous c'est- avez besoin en fait? Moi, Mais bien sûr un que café ou un coca ou un resto que ma nana m'offre, il n'y a pas de problème. Oui. Mais quand c'est pendant un mois, d'un coup, même si tout va bien entre elle et moi émotionnellement, au niveau du cul, tout va bien, dans ma tête, il y a un mécanisme qui va faire que je me sens mal. Il y a un truc qui va Pourquoi pas. Mais pourquoi? Je l'explique pas. Alors pourquoi nous on est devenus des bonhommes? Et nous, on est devenus des tarlouse. Je vais pas dire tarlouse parce que le mot est trop connoté. Vous avez pas bougé. Nous, nos droits et nos devoirs ont évolué, mais vous, les garçons, les hommes, les papas, vous n'avez pas acquis de nouveaux droits. Oui ou non? Non. D'accord. Mais attends, il y a des millions de trucs sur lesquels j'ai tout changé, Non, mais ma façon de répondez. voir les choses par rapport à celle Non, de mes mais parents. c'est- non, mais, Tu vois les gars. Mais là, je suis dans la transition dans le sens où tu me parles d'argent, tu me parles des relations hommes et femmes. Je sais que c'est en train de changer, tu vois, que les mœurs sont en train de changer, que les mecs vont être plus amenés à accepter leurs faiblesses. Mais nous, on est au cœur de cette transition et on sait pas trop où se foutre les pieds, tu vois. En fait, je dessine des femmes. C'est ma femme idéale. Elle est fantasmée, alors on peut pas former un couple avec un fantasme, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est une femme idéale, mi-française, mi-arabe. Ouais, forcément, elle est un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, j'ai des origines arabes et je suis né en France, je suis français. Et du coup, j'ai une espèce de multiculture, comme ça. Et par rapport au modèle que j'ai eu, ne serait-ce que mes parents, leur couple, il n'a pas été fondé là-dessus. Sur l'amour. Ouais, sur l'amour. C'est autre chose. C'est le mariage arrangé. Mariage arrangé, c'est une autre époque, c'est une culture différente. Voilà, je leur ai demandé une fois s'ils étaient amoureux, tout ça. Ils m'ont dit que c'était pas exactement ça.
que par rapport aux valeurs qu'on leur avait transmises, ben, eux, apparemment, l'amour, c'était pas un truc indispensable. Et moi, quand j'ai grandi dans mon pays, la France, les valeurs qui sont véhiculées un peu par le système, la société, ben, on te dit... c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour le champion, c'est l'amour qui gagne à la fin. Roméo et Juliette, tout ça, on a imaginé que c'était possible pour nous. On a été mixés comme ça avec plusieurs cultures et voilà, donc du coup, nous, cette génération-là, cette génération, le cul entre deux chaises, on a dû inventer de nouveaux modèles, dont un nouveau modèle de couple. Certains des cités, quelquefois, vous cherchez, comme on dit, une fille au bled. Ça aurait été possible pour vous? Non, carrément pas. Certains le font. Certains le font, beaucoup le font. Beaucoup le font parce que quand on a des parents ou quand on est issu d'une famille traditionnelle, il est très simple d'organiser ce genre d'union. Moi, personnellement, les filles du bled, bah, je les connais pas. On parle pas la même langue, on vit pas dans le même pays. Je veux dire, qu'est-ce que j'aurais à lui dire, moi, si elle vient ici avec moi? Non, moi, je... Vous avez choisi l'amour, vous? Ouais, j'ai choisi l'amour, ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer. Mais concrètement, dans la réalité, c'est là que ça s'est compliqué pour moi, parce que mon couple a été un échec. Je rêvais d'être avec une femme belle, moderne, qui s'assume, qui travaille, Votre famille vous a refusé ça? Ouais, ils m'ont dit ok, mais ce sera de ton côté, quoi. Sans nous. Mais moi, sans eux, je peux pas. Je peux rien faire. Hein. C'est ma famille. Pourquoi votre famille n'a pas accepté cette femme? Parce qu'elle avait un enfant déjà? Ma famille, apparemment, avait déjà fait un choix pour moi. Ils auraient préféré vous voir marié qu'une fille du bled, par exemple? Pas forcément, mais en tout cas, une fille qui ressemblerait à... À eux? À eux, ouais. En fait, ce qui a été pas facile, c'est qu'ils acceptent pas mon choix. Voilà, c'est ça qui est pas facile. Et, tout de suite, j'ai su, hein. J'ai su que j'étais amoureux d'elle. C'est aimé à la mort, quoi. À la mort, c'est-à-dire que... tu le sens dans ton corps, tu vois. C'est ma came. C'est ma drogue. Je peux plus m'en passer. C'est ça, la fusion, je crois. C'est que, du coup, j'ai trouvé chez elle les choses qui me manquaient chez moi. Même ses défauts. Je sais qu'elle en a. J'étais amoureux de ses défauts aussi, quoi. Et moi, je me sentais aussi valorisé. Tu vois, j'étais à côté d'elle. Elle, c'est une fille qui m'a tiré vers le haut. Par exemple, il y a certaines fréquentations que j'ai des fois à la cité, tout ça, qui sont pas forcément bonnes pour moi. On dit que les mecs, ils me tirent vers le bas. Tu vois, j'en suis conscient. Et ben, elle, c'était le contraire. Et au fond de vous, vous savez pourquoi votre famille l'a refusé, cette femme? Je leur pose la question, parce qu'elle avait un enfant. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai que dans les conventions traditionnelles, ça se fait pas d'épouser une femme... quand toi, t'as pas d'enfant, d'épouser une femme qu'on a déjà. Mais au fond de vous, la vraie raison? J'aurais préféré qu'elle soit algérienne. Et c'est ça qui a tué votre couple? Qui l'a abîmé? Ce conflit familial? Cette pression de la famille? Ouais. Jamais j'aurais imaginé être opposé à ma mère un jour. Et ça m'a tellement perturbé que j'ai abandonné le combat, quoi. Parce que j'avais promis à mon amour qu'on allait se serrer les coudes et voilà. Votre mère était trop puissante? Ouais, elle a gagné. Ou vous trop faible? Ouais, moi trop faible. Votre femme a mal accepté d'être si mal acceptée? Absolument. Ça, je le souhaite à aucune femme d'être... Rejetée?
rejeter ou pas accepter, quoi. C'est nocif pour l'amour. Alors de temps en temps, quand on arrivait encore à se parler, on en concluait tous les deux que il fallait faire abstraction et puis penser à nous, tu vois. Et que ma famille aujourd'hui, c'était elle et puis mon fils et puis son fils, quoi. Et plus ma famille, mes frères, mes sœurs, ma mère. Vous l'avez compris, ça? Ouais, j'ai compris, ouais. Trop tard? Ouais. Ouais, j'ai compris trop tard. Et pourquoi vous n'êtes pas marié tranquillement, à l'abri de tout le monde, sans que la famille ne sache? Ah oui, avec de l'eau fraîche. Juste de l'eau fraîche. Parce que c'est pas possible. C'est quelque chose que je peux pas concevoir, quoi. Je suis issu d'une famille nombreuse et on vit ensemble comme une tribu. Et on peut pas imaginer faire des choix de vie comme ça et pas les intégrer dedans, quoi. C'est pas possible. Tu sais, on peut pas comparer l'amour d'une femme et l'amour de sa mère, mais c'est aussi puissant, quoi. En tout cas, pour moi, ça a été aussi puissant. Du coup, je suis très seul et très triste. Vous avez perdu votre femme et votre famille dans l'affaire. Ouais, dans l'histoire, j'ai tout perdu, ouais. Et quand votre fils, plus tard, vous dira pourquoi avec maman ça n'a pas été possible, vous répondrez quoi? Je lui répondrai... J'espère essayer de la reconquérir. Tu vois, j'espère pas avoir à lui dire ça. Vous avez un enfant tous les deux ensemble. Est-ce que vous êtes un couple pour autant? Un couple comme ceux qui sont derrière nous, non. Vous refusez ça, vous? C'est plus compliqué que ça. C'est qu'on le refuse pas, mais on n'est pas fait pour. Vous n'y arrivez pas? C'est ça. Il y a une passion réelle, vraiment, mais ça nous apporte de la souffrance parce qu'on se court après, on se récupère, on se repère. C'est compliqué, quoi. C'est pas aussi simple qu'on s'aime et ça y est, on se met ensemble et tout va bien. C'est pas aussi simple que ça. Je suis en permanence en train de me poser des questions. Pourquoi, comment, pourquoi elle, pourquoi une fille, pourquoi un garçon? Toi, je sais ou je pense que t'aimerais vivre en couple, vraiment. Je pense. Mais on a essayé, ça a été compliqué. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Je crois que c'est la peur. Ça doit être une peur, effectivement. L'incapacité de faire des choix. T'as jamais su faire de choix. Faire des choix. Si, le choix de prendre le risque ou de pas le prendre. Ça fait, je sais pas combien de temps que ça dure. 10 ans, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, j'ai pas de date en tête. Vous connaissez les dates, vous? Lui pas? Non. Tu fais combien de temps, là? Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que ça dure. Ça fait 9 ans que vous souffrez, vous? Ça fait 9 ans que je sais dans quoi je m'embarque. Après, ça fait quelques années que je souffre, oui. Parce que à se confondre dans des je sais pas et dans des doutes et dans des crises, dans de la douleur, dans des sentiments perdus, on devient dur. Donc on n'a plus envie de donner. Ça vous rend triste, ces mariages? Non, ça me rend pas triste. Je suis contente pour les autres, mais j'y crois pas. J'y crois plus, du moins. Est-ce que toi, t'as encore envie de te marier? Est-ce que t'aimerais te marier? Oh, j'ai bien un soupçon encore d'envie. Des rêves de princesse? Avec lui? Avec l'homme de ma vie, oui. Et c'est lui? Et vous, votre problème, c'est de vous résoudre à aimer une seule femme? C'est ça le problème? Non, ça me dérangerait pas d'aimer qu'une seule femme. Ça me dérangerait pas d'avoir une histoire d'amour normale. C'est juste que pour le moment, c'est... Tu crois qu'il faut trouver la bonne? Tu crois que je vais trouver la bonne? Non, je sais pas. Vous dites ça quelquefois? Ouais. Oui, c'est ce que je me dis. Tu penses que j'ai pas trouvé la bonne? Bah, à force de lutter, de se déchirer, de se battre, il y a un moment où on a le droit de se dire, mais finalement, c'était peut-être pas fait pour que ça marche.
peut-être. Après, c'est si on... Vous diriez quoi de votre couple? Est-ce que vous êtes un couple déjà? Je sais que j'ai besoin qu'elle soit là, de la voir, j'ai besoin de... Voilà, qu'elle soit pas trop loin. Après, est-ce qu'on vit en couple, on vit pas ensemble? Je sais pas. Je sais toujours pas. Est-ce qu'on est un couple? Tu veux que je te réponde? Oui, vas-y. Bah ouais, je vais te répondre. Non. Non, on l'est plus. Parce qu'à partir du moment où tu dis je sais pas, c'est que... C'est que non. J'ai évoqué ce petit livre, mais très, très dense et qui a eu beaucoup de succès, Éloge de l'amour. Je crois que c'est à ce jour votre plus gros succès éditorial. Il est traduit, le livre est traduit dans le monde entier. Comment, avec les quelques années de recul, vous analysez ce succès et qu'est-ce qui s'est joué pour votre philosophie et votre rencontre avec le public avec cet essai? Oui, d'abord, je voudrais dire qu'avoir du succès avec l'amour, c'est pas extraordinaire. C'est un must connu depuis longtemps, hein. Ceci dit, il faut quand même dire un peu quelque chose d'un petit peu nouveau pour attirer l'attention, hein. Et en fait, il y avait longtemps que je soutenais qu'avec la science, avec l'art, avec la politique d'émancipation, l'amour était ce que j'appelais un des registres de la vérité. Alors, quelle vérité dans l'amour? C'était ça que j'ai essayé d'expliquer dans ce petit livre. Eh bien, je disais, c'est la vérité de la différence. C'est-à-dire que l'amour, c'est l'acceptation dans sa propre vie de la présence de quelqu'un d'autre qui est infiniment différent de vous, parce que deux personnes sont toujours infiniment différentes l'une de l'autre. Et donc je disais, l'amour, c'est ce qui surmonte le défi de l'altérité de façon radicale. Non sans difficulté, non sans désordre, non sans tempête, voire non sans drame, mais néanmoins, c'est son processus. Et je disais, l'amour, c'est le monde expérimenté, non pas du point de vue de l'un, mais du point de vue du deux. C'est le monde reconstruit, refait, réexpérimenté à partir du fait qu'on est deux et non pas un. Et c'est dans cette acceptation ultime d'une altérité interne à votre propre existence que se joue le procès de l'amour. Et donc je disais, l'amour, au fond, philosophiquement, c'est ce qui fait vérité de la différence. Non pas en disant, ben, la différence, c'est la différence, mais en montrant que la différence est créatrice. Que quand vous êtes avec quelqu'un dans la relation d'amour, c'est toute la relation au monde qui se modifie et qui s'organise autrement. Alors c'est ça, j'ai essayé d'expliquer ça dans ce petit livre, dans un dialogue avec Nicolas Truong qui a eu lieu à Avignon. Et j'ai constaté alors effectivement qu'il y avait un public très important pour ce genre d'idées, un public très important qui d'abord accordait au livre la thèse qu'il soutient qu'à cet égard, l'amour est menacé aujourd'hui. Il est menacé aujourd'hui parce qu'il n'est pas compatible véritablement avec l'individualisme concurrentiel que réclame notre société pour y être un vainqueur acceptable. Puisque l'amour consiste à accepter absolument, d'une certaine façon, la figure de l'autre dans votre propre vie, il soumet votre individualité elle-même à une épreuve qui est l'épreuve de l'altérité, et non pas l'épreuve du succès personnel et de la victoire sur les autres. Il y a donc une incompatibilité secrète entre l'amour et le monde d'aujourd'hui, et je me suis rendu compte que ceci était sans doute une inquiétude un peu répandue, même si elle n'était pas éclairée comme je le fais ici, mais c'est une inquiétude assez répandue, dire finalement l'amour, quelle est sa place? Est-ce que c'est pas un danger plutôt? Est-ce que une vie amoureuse, est-ce que c'est vraiment possible? En plus, vous savez que la moitié des couples divorcent au bout de quelques années, etc. Donc, de même qu'il y a
une crise de la poésie, il y a une crise de l'amour, et d'ailleurs Rimbaud aussi constate cette difficulté, cette crise de l'amour. Alors ça préoccupait beaucoup de gens, parce qu'après tout, la rencontre amoureuse et le destin amoureux, c'est une expérience pratiquement universelle. Et donc sa difficulté éventuelle, ou l'idée que finalement, mieux vaut ne pas voir si profond, que mieux vaut finalement un accord. Et je critiquais au passage les procédures de rencontres organisées. Consiste à dire, on va vous trouver celui qui vous ressemble tellement que vous n'aurez pas accepté vraiment l'autre en vous-même. Là, celui qui va vous convenir, celui qui a les mêmes goûts, la même figure, et qui aime les mêmes voyages, et vous pourrez avec lui aller en Thaïlande, il sera d'accord pour aller en Thaïlande, etc. Et ça, c'est mythique et tout ça. Et alors je le critiquais en disant, ça, c'est les véritables histoires d'amour ont toujours été le contraire de ça. Elles ont toujours été l'épreuve d'une différence essentielle et le tracé d'une vie qui tenait compte, qui intégrait cette différence essentielle. Si ça devient un contrat amiable avec avantage réciproque, autant le signer d'avance et dire oui, d'après ce que je vois, d'après le portrait qu'on m'a donné sur Internet, je prends celle-là ou celui-là. Et ça, je pense que c'est un symptôme de la crise d'amour, et parce que c'est quoi? Ça revient finalement à traiter cette affaire comme on traite l'acquisition d'une marchandise, c'est-à-dire selon un principe de convenance pour votre satisfaction commerciale. Alors, pour répondre exactement à votre question, j'ai été très frappé en effet du succès de ce livre en me disant, j'ai touché juste là sur un point qui était d'une part une certaine maintenance quand même du goût de l'amour. Et l'idée que s'il est menacé, s'il peut disparaître de la vie sociale, c'est quand même une grande perte pour beaucoup de vies déjà par ailleurs solitaires et désorientées. Et alors encore jusqu'à aujourd'hui, quand je fais des signatures, beaucoup de gens viennent faire signer Éloge de l'amour, et presque toujours ils le font signer pour leur conjoint. C'est-à-dire, vous me le dédicacez, arrive Alfred, mettons, et dit, vous me le dédicacez pour Brigitte. Ou réciproquement, encore plus souvent réciproquement. C'est-à-dire la grande force qui soutient la puissance de l'amour reste féminine, je crois. J'ai soutenu aussi cette thèse, qu'il y a des raisons essentielles et non pas secondaires à ce que les femmes soient la grande armée de l'amour. Parce que ce sont elles qui portent cette aventure dans la durée davantage, enfin pourquoi? Je crois que c'est parce que en tant qu'elles ont été pendant longtemps dans le vieux monde hiérarchique le symbole de l'altérité, puisque au fond l'humanité était masculine pour une raison essentielle, c'est que Dieu lui-même était masculin. Alors, a fortiori, l'humanité. Tu représentais Dieu avec une grande barbe. Dieu ne se rase pas tous les matins. Et alors, cette symbolique de l'humanité qui faisait fait depuis, on peut le voir dans les textes, que l'élément d'altérité était du côté féminin, et au point qu'un de mes maîtres, Lacan, a dit que prenant le mot grec pour dire autre, c'est hétéros. Et alors, il avait proposé de dire hétérosexuel quiconque aime les femmes. Qu'il soit homme ou femme, n'intervenez pas dans cette affaire. Quiconque aime les femmes est hétérosexuel, quiconque aime les femmes aime la différence. Et alors, je pense qu'il en reste ceci, que les femmes sont plus ouvertes à cette question de la différence, qui leur a été infligée pendant longtemps, dont elles ont été en partie victimes, mais qui demeure comme retournée en quelque sorte, comme une valeur positive, une valeur d'accueil de la différence, de construction du monde à partir de la différence. Elles y sont plus destinées que les hommes, toujours plus conservateurs de leur propre identité, malgré tout. Mais il faut qu'ils changent. Voilà. Merci beaucoup, Alain Badiou.
Le premier dont je voudrais parler, c'est sur l'amour. Et sur le cliché, qui est un cliché tenace, que l'amour, c'est quelque chose de magnifique au début, et puis que ça se gâte lentement, qu'il y a une lassitude qui s'installe, et que ça se termine par une aigre séparation. Voilà. C'est un schéma omniprésent, en réalité. Il a une réalité statistique aussi, après tout, puisque, comme on sait, en région parisienne, la moitié des couples finissent par divorcer. Donc, et je pense cependant que c'est un cliché. Et je pense que c'est un cliché, les gens peuvent se séparer pour telle ou telle raison, mais imputer cela à l'amour me paraît un cliché détestable et nuisible. Je pense personnellement que c'est tout le contraire, c'est-à-dire que l'amour véritable, c'est d'abord une construction et une durée. Pour une raison très simple, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas qui il est après tout. Et donc, comment va-t-on l'apprendre? Comment va-t-on le savoir? On va l'apprendre à l'intérieur de l'amour lui-même. Mais on aura des raisons très fortes, très intimes et très fortes, très puissantes de se lier à quelqu'un, de rester avec lui, d'inventer quelque chose avec lui. Et que, sauf à réduire l'amour à une brève et légitime impulsion sexuelle, soldée par une courte liaison agréable, etc., mais personne, en réalité, ne pense que ça, c'est l'amour. Sauf à le réduire à cela, il faut au contraire penser contre le cliché de l'amour radieux dans ses débuts et sinistre à sa fin, que l'amour, c'est au contraire quelque chose qui se développe, qui se nourrit, qui se construit. Et je pense qu'il n'y a pas d'image plus émouvante concernant l'amour que celle des vieux couples qui ont passé toute une vie ensemble, qui ont cumulé une expérience, qui ont vu des tas de choses, qui en ont manqué d'autres, et aussi qui ont su reprendre et tenir dans les moments de crise. Parce que de ce point de vue-là, l'amour, c'est comme la politique, ça se développe par crise. C'est pas une chose qui a un mouvement naturel, qui serait donné dès le début, c'est une chose qui traverse des crises, des impasses, des choix très difficiles. Et il y a quelque chose comme un héroïsme admirable dans les couples qui ont surmonté ces crises, qui ont su relancer l'amour. Et on sait d'ailleurs qu'une crise surmontée, c'est toujours une nouvelle énergie amoureuse et la découverte d'un monde nouveau. Je pense, moi, que l'amour est la construction d'un monde et que, par conséquent, c'est aussi la construction d'un temps. Et que, en vérité, il y a une confusion détestable dans le cliché en question entre l'amour et la simple rencontre et l'émotion de la rencontre. Je comprends bien que l'émotion de la rencontre existe, je crois au coup de foudre, je crois à la possibilité d'une rencontre émerveillée, comme ça, de quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas réduire l'amour à cela, c'en est le commencement, c'en est au fond la possibilité. La rencontre, c'est ce qui crée la possibilité de l'amour, mais ce n'est pas l'amour lui-même. L'amour lui-même, ça va être la construction d'un monde, d'une durée, d'un temps commun. Ça va être le fait qu'on va voir le monde, non pas seulement en tant que l'on est l'individu qu'on aime, on va le voir à deux. Et voir le monde à deux, c'est un effet stroboscopique, si vous voulez. Voir le monde à deux, c'est le voir selon un relief qui n'est pas donné par l'œil monoculaire, si je puis dire, de l'individu isolé. J'ai connu la tentation du cliché, j'ai connu la tentation du papillonnage et de l'idée que, somme toute, l'amour pouvait parfois se présenter comme un devoir, comme une chose compliquée, une chose difficile, une chose où il y a de la souffrance, où il y a de la difficulté. Mais je crois, à l'âge que j'ai, le bilan que je fais de l'ensemble de ma vie affective, sentimentale, c'est que amour, c'est un mot qu'il faut ménager. Il ne faut pas l'appliquer sur n'importe quelle figure de l'existence des couples et des rencontres. Il est amour quand véritablement l'amour s'est montré capable de quelque chose, et capable en particulier d'être une figure temporelle novatrice et la création d'un monde. Voilà. Voilà pourquoi j'oppose au cliché de l'amour confondu finalement avec les difficultés du désir, puisque c'est un peu ça, il y a une impatience désirante énorme au début, et puis à la fin la routine abolit tout ça, contre cette image détestable, et d'ailleurs peu utile dans la vie, il faut dire, plutôt désagréable qu'autre chose. Pour une fois, le cliché est un cliché sombre. Je préfère la clarté d'un amour qui s'expérimente dans sa puissance créatrice véritable. Eh bien, je pense que je ferai un film. J'ai un projet de film, depuis toujours, si je puis dire. Je ne sais pas si je le ferai jamais. Mais ce projet de film serait au fond un film sur sur le cliché du cliché, si je puis dire.
Parce que c'est un film que je souhaite faire un jour sur la vie de Platon, justement. Et alors je montrerai comment Platon, loin d'être cet homme perdu dans les nuages qu'on se représente traditionnellement, est quelqu'un qui a précisément défini la philosophie comme la lutte contre les clichés. Donc notamment, il y aurait plusieurs exemples de clichés de l'époque et aussi d'aujourd'hui, contre lesquels Platon a engagé une lutte impitoyable, et en particulier, Platon est celui qui a dit que le cynisme était toujours caché derrière le cliché. C'est-à-dire que le cliché, au fond, est toujours une vision cynique et pauvre du monde. Et Platon est le grand maître, le premier philosophe, de cette façon, à avoir défini réellement la philosophie comme l'opposition au cliché. Il appelait cliché les opinions, doxa, c'était son mot en grec, mais ça voulait dire ça. Si on regarde de près, ça voulait exactement dire un cliché, il y a quelque chose que les gens pensent sans savoir pourquoi ils le pensent. Et donc, le cliché, c'est toujours quelque chose qui comporte d'impensé, quelque chose qui n'est pas pensé dans la pensée. C'est quand on s'imagine que l'on connaît quelque chose alors qu'on ne le connaît pas en réalité. Et ça, c'est ça le cliché, c'est ça l'opinion au sens de Platon. Et donc, je ferai un film sur le cliché, véritablement, en général, comme ça. C'est la vocation du philosophe. Auguste Comte disait qu'il était le spécialiste des généralités. Un petit exemple qu'on a qui est très concret, c'est le mariage. Vous savez que c'est de manière très récente, ça a à peine quoi, 150 ans, 100 ans dans l'Église, qu'on commence, que l'enseignement de l'Église commence à prendre conscience que dans le sacrement de mariage, le fait de la fécondité est un bien moins grand et moins fondamental que l'amour. Ou si vous voulez, associer le mariage, le sacrement de mariage à l'amour entre deux personnes est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'Église et quelque chose d'hyper récent dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a pas 100 ans, ça. Interviewez vos arrière-grands-parents si ils sont encore vivants, vous verrez que l'amour, c'est quelque chose, vous voyez, au mieux qui s'arrête le soir des fiançailles, enfin le soir du mariage. J'ai relu l'année dernière, vous savez, les notes prises par une jeune fille qui était la mère de quelqu'un qui me donnait ces petites notes. Vous savez, les jeunes filles qu'on préparait, non pas au mariage de manière immédiate, mais qu'on préparait à être de futures mères de famille et de futures dignes épouses, pieuses et chrétiennes, et auxquelles on expliquait gentiment qu'il fallait se préparer à ce que le soir du mariage, elles découvrent le décalage entre celui qu'elles venaient d'épouser et celui auquel elles étaient fiancées. Enfin, pas qu'il y avait erreur sur la personne, si vous voulez, mais qu'on passait d'un monde à l'autre, qui était en gros le monde du romantisme au purgatoire. C'est texto, hein, texto. Enfin, c'était pas le purgatoire, c'est le sacrifice. Que le soir des noces consacrait l'entrée dans une phase définitivement sacrificielle de l'existence, qui était évidemment le cœur du christianisme. C'était, je vous promets, texto. Et c'était pas la paroisse janséniste, vous voyez, je veux dire, de l'époque de Port-Royal. Hein. Mais évidemment, on les préparait à la réalité, telle qu'on envisageait qu'elles le vivent, qu'elles allaient le vivre. Et si vous voulez, si vous regardez historiquement, alors on a du mal nous à croire ça, mais le fait d'associer, alors tant mieux s'il y a l'amour en plus du mariage, vous voyez ce que je veux dire. Le christianisme n'a pas développé une théologie du mariage enfin séparée de l'amour, mais l'amour est en plus, si vous voulez, une espèce de couronnement de plus, quoi. Mais c'est pas l'élément structurant. L'élément structurant, c'est un choix volontaire. Imposé, parce qu'on peut consentir volontairement à quelque chose qui nous est imposé. Oui, ça ne va pas contre la volonté, ça. Si on vous prépare si on vous habitue à découvrir que votre premier acte de volonté, c'est de consentir à ce à quoi on vous oblige, ben vous l'acceptez volontairement, hein, pas de problème. Et vous vous mariez volontairement et ça fait un mariage valide. Parce que ce qu'il faut, c'est la volonté. Libre. Mais la liberté, elle n'est pas nécessairement opposée à l'obéissance, et donc si vous obéissez à ce qu'on vous invite à vivre, vous voyez, librement d'ailleurs. Les mariages arrangés, les mariages coutumiers, ça n'existe pas qu'en Afrique, hein, ça existait, enfin ça existe encore aujourd'hui d'ailleurs, sous une forme plus soft, mais ça s'appelle les mariages arrangés, alors c'est pas arrangé de la même manière, vous voyez, mais j'allais dire, le fait d'associer le mariage avec un choix aimant, libre, profond et personnel, c'est quelque chose que l'Église ne met en lumière. Dieu soit loué, ça a été vécu bien avant. Hein.
mais elle ne le met en lumière que depuis à peine 100 ans, Autrement dit, l'Occident entre depuis, oui c'est ça, une petite centaine, un siècle, dans cette découverte de ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire le fait que l'autre est vraiment quelqu'un à choisir et à aimer pour lui-même. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que cette découverte, elle est accompagnée très souvent de deux choses, où elle a été longuement accompagnée, jusqu'à, je le dirais, il y a 15 ans, dans cette découverte de l'Occident, de deux choses. D'une part, d'un immense romantisme, qui est une catastrophe pour l'amour, enfin pour l'amour, pour la relation à autrui en tout cas. Alors est-ce que c'est le choc de la découverte? Je ne sais pas. Souvent, le romantisme est le choc de la découverte. Et donc c'est pas facile de savoir sur quoi repose, comment vous dire ça, je dirais le réalisme, la légitimité de cet engagement, puisque manifestement il y a un engagement. Et donc je pense que le moment où nous sommes nous oblige là-dessus à ne pas trop nous précipiter sur des réponses faciles et à reconnaître que quand on sonde un peu, quand on essaie de pousser les choses jusqu'au bout, c'est très étonnant, on aboutit, quand on dialogue avec ceux qui vivent, qui sont mariés, ils vont vous dire qu'à un moment donné, ils ne savent pas bien vous expliquer. Ils ne savent pas bien vous dire d'ailleurs. Qu'il y a quelque chose qui était plus grand qu'eux, finalement, qu'après coup, ils peuvent dire qu'ils ne maîtrisaient pas franchement, quoi. Qui était autre chose que ce qu'ils avaient projeté, mais qui s'avère être quelque chose de réel. Enfin, oui, c'est très bizarre, quoi. Comme s'il leur arrivait quelque chose qu'ils n'avaient pas tout à fait prévu. C'est très étonnant. Je ne connais pas de couple, en tout cas, qui est capable de répondre à cette question de manière claire. Je parle de couples qui sont heureux, manifestement. Mais de répondre par rapport à ce qu'ils ont vécu, pas par rapport aux idées qu'ils ont sur le mariage. Ça, ils sont tous capables de vous raconter, ou le catéchisme de service, ou les derniers potins anthropologiques, ou sociologiques, tout ce que vous voudrez. Enfin, vous voyez, je veux dire, les convictions des gens, c'est intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'ils vivent. Donc, les interroger sur leurs convictions, c'est pas inintéressant, mais c'est beaucoup moins intéressant que d'essayer de leur faire dire ce qu'ils vivent. Ou ce qu'ils ont fait à ce moment-là, vu à la lumière de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Vous me direz d'ailleurs, si à la fin de la conférence, il y en a qui ont des idées très claires sur la question, capables de définir ce qui se passe à ce moment-là, dans l'acte de se marier, vous me direz. Pourtant, on voit bien qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, il y a très clairement, en plus, avant et après, vous avez remarqué, parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu ensemble, et bien ils divorcent 3 mois après s'être mariés. C'est très courant comme phénomène. C'est très étonnant ça. Moi j'en ai encore un ami, j'y croyais pas quoi. Ils vivaient ensemble depuis en concubinage légal, depuis 12 ans, 13 ans. Et puis ils m'ont dit qu'ils se mariaient. Et alors moi j'ai été partagé parce que vu l'expérience, je me suis dit mais bon ils n'étaient pas croyants. Et ben ça je veux dire ça n'a pas raté. C'est pas gentil de dire ça, mais 1 an plus tard ils ont divorcé. Ce qui montre bien qu'il y a, vous voyez, je dirais, il y a avant, enfin, en tout cas, ça n'est pas rien. Et donc, si on regarde à vue humaine, la relation à l'autre, c'est quelque chose de très grand. Mais à vue humaine, on voit bien que l'engagement envers l'autre, il est un engagement dans le désir et dans la volonté, mais c'est un engagement qui ne peut pas prétendre être un engagement définitif. Vous voyez, au plan humain du terme. Comment pourrais-je le prétendre? Je peux décider à la limite, enfin je peux même pas décider que ça sera définitif de mon côté. Qui suis-je pour me connaître suffisamment et décider à 18, à 20 et même aujourd'hui à 30 ans, oui, donc on n'est pas beaucoup plus mûr que, bon, bref, il y a 20 ans à 5 de moins. Enfin, on voit mieux les catastrophes qu'il faudrait éviter, ce qui ne veut pas dire qu'on sait mieux ce qu'il faut faire. Voilà. Donc on est plus lucide sur ce qu'il ne faut pas faire, ce qui ne vous donne pas nécessairement beaucoup d'intelligence sur ce qu'il faut faire. Ce qui des fois même vous empêche de le découvrir, parce que des fois il valait peut-être un peu mieux de naïveté. Mais un peu plus de naïveté. Mais concrètement, je ne peux pas, raisonnablement, enfin même prudentiellement, même amoureusement, au sens spirituel du terme, prétendre que je m'engage pour toujours. Je
Je peux l'espérer, le désirer, le souhaiter, me déterminer autant qu'aujourd'hui j'en suis capable à cela, mais est-ce que je peux faire plus? Non. Et en tout cas, je ne peux pas le faire à la place de l'autre en plus. Et c'est clair, enfin, faut être lucide. Vous voyez, à 20 ans, quelle lucidité a-t-on sur soi? Quelle lucidité a-t-on sur l'autre? Et quelle lucidité a-t-on sur la relation? Si on poussait les choses, on pourrait presque dire, mais ça veut dire qu'aucun mariage n'est valide, vous voyez. Tout le monde est immature. Donc en fait, arrêtons de croire à une maturité qui n'existe pas et que les curés ne compensent pas d'ailleurs, parce que le curé il n'est pas marié. Donc on pourrait me dire, il peut éclairer lui aussi à la lumière de toutes les catastrophes qu'il a vues, de tout ce qu'il ne faut pas faire. Il essaie de vous recommander des choses, mais enfin, il n'est pas vous. Vous voyez, je veux dire, quelqu'un qui me conseille dans l'ordre du mariage, il ne faut quand même pas exagérer. Je veux dire, c'est moi qui pose un acte. Je peux pas dire après ça, bah oui, non, mais mon père curé, il m'avait dit qu'en fait, ça allait marcher, quoi. Et je l'ai cru. Mais en fait, non. Il m'a trompé. Et donc, j'allais dire, vous voyez, le mariage au sens humain, je ne parle pas de la présence du religieux, hein, on va reparler du mariage religieux, mais au niveau humain, non pas de gens qui ne croient pas en Dieu, mais de gens pour lesquels, en tout cas, même s'ils croient vaguement en Dieu, Dieu n'est pas à ce niveau-là. Si vous voyez, Dieu n'intervient pas. Dieu, c'est le créateur, c'est sans doute le terme de l'origine de l'existence, c'est le terme de l'existence, mais j'allais dire, ça ne concerne pas directement ce que je suis en train de vivre. Hein, vous avez plein de gens qui sont croyants, mais moi, je ne prépare des fois des jeunes de mariage qui vous disent oui, que Dieu a pas, pour eux, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça, quoi. Hein, ils n'ont rien contre, mais il n'est pas là-dedans, quoi. C'est pas son horizon, c'est pas son domaine à lui. Ça, c'est le domaine humain de la responsabilité. Et on voit bien que du coup, politiquement, c'est tout à fait normal, au moment où on fonde une famille, par contre, de dire voilà, nous nous mettons ensemble. Que le mariage constitue l'acte par lequel un homme et une femme décident de vivre ensemble sous le même toit et d'assumer publiquement devant la communauté la responsabilité des enfants qui vont naître d'eux, ça j'espère, oui. Ça, c'est un minimum de responsabilité politique. D'accord ? C'est-à-dire que avoir des enfants sans s'engager d'avance avec l'aide de la société, parce que présentement on sait qu'on peut faillir, et donc à la phase de la société, de pouvoir assumer leur croissance jusqu'à ce qu'ils aient un minimum d'autonomie, ça c'est un devoir animal même. Vous voyez, les animaux veillent sur leurs petits, donc je dirais c'est même pas moral, c'est écologique quoi. D'accord ? Et donc quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer ça, il est même pas animal, enfin oui, je veux dire, il est infra-animal quoi. Donc normalement, non mais il faut être clair, hein. Quelqu'un qui veut pas assumer la responsabilité de quelqu'un qui l'a engendré, je vous dis, il n'est même pas un animal. Pardon, mais il faut vous appeler les choses comme elles sont. Alors, en raison de fragilité psychique ou autre, on peut en être incapable, ça c'est autre chose. Mais je parle des gens qui s'en déresponsabilisent, notamment je pense aux hommes évidemment, hein, parce que voilà, le nombre d'hommes qui disparaissent dans la seconde ou la minute ou les quelques jours qui suivent le fait que celle avec qui ils ont eu des relations sexuelles attend un enfant, c'est tellement innombrable autour de la planète que ça fait beaucoup de gens qui sont dans l'infra-animal. Et donc, j'allais dire, cette réalité-là, elle est normale. Mais ça, c'est quoi? C'est fonder une famille. C'est assurer, quoi qu'il arrive, une certaine cohérence et responsabilité à l'égard de la croissance de ses enfants. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve, moi, de manière parfaitement insuffisante, les lois sur le divorce obligent, et je pense qu'elles obligent très très peu par rapport à ce qu'elles devraient obliger. Elles devraient être beaucoup plus sévères avec les adultes que sont les parents, étant donné la gravité des actes qu'ils posent et la dislocation psychique que ça opère chez les enfants, ce qu'ils sont en train de faire. Donc je dirais la tolérance de l'égoïsme nombriliste des adultes qui ont des enfants qui ont moins de 14 ou 15 ans me semble gravissime. Moi, je pense que c'est de l'ordre de la lâcheté sociale, faut être clair. Hein. Dire, un enfant, il a rien demandé, j'ai pas à lui faire subir mes problématiques affectives et relationnelles, je veux dire. Voilà. Alors, ce qui veut pas dire qu'il faut obliger les gens à rester ensemble, je suis pas du tout en train de dire ça, hein, mais de dire qu'au moins, il y a une vraie cohérence. Quand on voit les dislocations dont sont l'objet les enfants ballottés dans les conflits affectifs entre l'un et l'autre, moi je sais que ça me met dans une colère rare parce que je trouve que c'est gravissime. Enfin, pardon, mais... Et donc concrètement, et je trouve que là la société devrait être contraignante. Beaucoup plus contraignante. Parce que ça me semble, encore une fois, simplement, je dis, c'est une responsabilité animale assumée, quoi. Hein, et normalement plus. C'est-à-dire que c'est aussi l'engagement, même si on a à se séparer, à ce que d'être durablement un vis-à-vis de cet enfant, au moins comme ayant assumé sa conception, sa naissance et sa croissance. Oui, je veux dire, même quand il a 40 ans et que j'en ai 80, je veux dire, j'ai à continuer à assumer le fait que j'ai été son père, que j'étais sa mère. Vous voyez, je sais pas comment dire ça, c'est durable. C'est pas réversible, ça. J'ai pas à m'en occuper, vous voyez, s'il lui arrive quelque chose, c'est pas ça. À partir d'un moment où quelqu'un est adulte, j'ai pas à m'en occuper, mais j'ai pas à annuler le fait que j'ai été.
ça, pour lui. Et que ça n'a pas disparu aujourd'hui. Enfin, ouais, je pense ça. C'est comme un... Des parents, c'est aussi comme un étai. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est comme... Ça soutient un mur. C'est pas fondateur, mais c'est un soutien. Et donc, donc ça, c'est une chose. Mais ça, je dirais, c'est l'acte politique, encore une fois, évidemment, normalement, on vise à ce que les gens soient responsables. On ne devrait pas politiquement laisser se marier des gens qui n'en sont pas capables. On devrait à ce moment-là considérer qu'ils ne sont pas suffisamment... Les aider, les obliger, exactement comme on oblige à quelqu'un à être sous tutelle, les obliger à accepter ce qui se passe. D'ailleurs, aujourd'hui, vous le savez, la DAS peut, sur intervention, retirer la charge d'enfant à leurs propres parents s'ils sont incapables d'assumer le minimum de ce qui est nécessaire à leur survie et à leur croissance au moins minimum. Je vois pas comment je peux vouloir plus. Parce que je ne peux pas vouloir ce dont je n'ai pas l'intelligence. Enfin, ou alors, c'est ce que je rêve, mais c'est dangereux de vouloir ce qu'on rêve. Ce qu'on rêve, c'est nous. Et en l'occurrence, il s'agit de l'autre. Donc ça ne va pas. Parce que l'autre, ça va être très dangereux. Si vous le rêvez, vous êtes sûr que ce n'est pas l'autre. En tout cas, dans le couple, c'est très clair. Vous savez, il y a les gens vous disent, mais réalisez vos rêves. Il y a un lieu où ça ne marche jamais, c'est le couple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le contre-exemple absolu de ce proverbe-là, Spielbergien, parce que c'est Spielberg, c'est très Spielberg, c'est le nouvel âge, vous savez, c'est t'y crois, tu le fais, quoi. Ayez des projets, rêvez vos projets et just do it après. Et bien là, zéro. Au moment du just do it, c'est la catastrophe parce que ce que vous avez rêvé de l'autre, c'est exactement pas ce qu'il est. Parce que c'est ce que vous en attendez. Donc, par définition, ce qu'il n'est pas. Ou ce qu'elle n'est pas. C'est un tout petit peu ce qu'on fait quand on commence à aimer vraiment quelqu'un. J'ai remarqué, au début, on l'aime selon ce qu'on en attend. Et puis on découvre ce qui correspond à ce qu'on en attendait. On se dit, bah ça tombe bien. Et puis on découvre ce qui est collatéral à ce qu'on aime bien chez l'autre, vous savez ? Ce qui ressemble, quoi, qui est de la même famille. Dans la famille de ce qui me plaît, je voudrais le reste. Puis à un moment donné, on commence à rencontrer le reste. Enfin, pas le reste, pas dans la famille de ce qui me plaît, dans ce qui me plaît pas. C'est-à-dire l'endroit où l'autre, il est vraiment l'autre. C'est-à-dire que j'y comprends rien, ça me plaît pas franchement, ça me dérange, ça m'énerve. Je préférais que ça soit autrement. Mais ça s'appelle aussi lui ou elle. Alors là, ça devient intéressant. Là, ça commence vraiment d'aimer. Et là, je me dis, bon, eh bien, nous allons gérer le problème, c'est-à-dire que nous allons faire un contrat tacite de je te propose d'échanger ce qui m'intéresse chez toi et toute la famille qui m'intéresse avec moi, tout ce qui t'intéresse chez moi. Et toi, qu'on arrive à s'apporter réciproquement selon le contrat initial, la même chose, ça va, mais le jour où il y en a un des deux qui retire ses billes, l'autre aussi peut. D'accord ? Ou bien... je pourrais essayer d'aller voir qu'est-ce que ça donne la vie chez toi, mais vu de ton point de vue à toi. Ah, c'est très difficile. Parce que les femmes rêvent toujours que les hommes aillent faire ça chez elles, c'est-à-dire comprennent enfin comment est-ce qu'elles voient le monde, et elles imaginent qu'elles ont déjà compris comment lui voit le monde, ce qui est faux. Pour vous dire, enfin pour faire court, hein. Donc il y a un léger problème là. C'est-à-dire que c'est pas facile d'aller voir. Parce que le fait qu'ils comprennent rien, lui, ça fait partie de sa manière de voir le monde, qu'elles ont du mal à comprendre. Il dit, mais c'est évident puisque je l'aime. Ce type, il est intelligent puisque j'ai choisi de l'aimer. Donc sûrement, s'il fait semblant d'être un abruti, c'est par orgueil. Mais le jour où il va être humble, enfin, il va vraiment comprendre qui je suis. Non, le fait qu'il ne le comprenne pas, ça fait partie de ce qu'il est. Eh oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis très sérieux en plus. Ça fait partie de l'identité masculine, ça, de ne pas comprendre. Le tout, c'est qu'il faut qu'il apprenne à le vivre posément. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty